Il est 19h, bonsoir à tous, voici les grands titres de l'actualité. La vaccination massive ou le plus grand défi de l'année 2021. Pour le réussir, un important dispositif logistique est mobilisé. Dans ce journal, nous vous présenterons les principales composantes de ce Elle est en vigueur depuis le début de ce mois, la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine qui lève les barrières douanières entre les pays du continent. Avec cette nouvelle donne, la vocation africaine des entreprises marocaines prend un nouvel élan. Les centres de transfusion sanguine sont au bord de la crise. La demande en sang dépasse de loin l'offre. Une pénurie qui perdure depuis des mois. Mais comment sommes-nous arrivés à cette situation de détresse? Une question à laquelle nous essaierons de répondre dans ce journal. La neige complique le quotidien des populations des zones enneigées. À la chute du mercure s'ajoutent d'autres problèmes. Se chauffer, se nourrir et se déplacer. Dans ce journal, nous irons à Foum al-Ansal, province de Bni Mellal, à la rencontre de familles fortement affectées par le manque en bois et en fourrage. Depuis plusieurs semaines déjà, un important dispositif logistique est mobilisé pour relever le plus grand défi de l'année, la vaccination de toute la population de plus de 18 ans. Nous vous proposons à présent de découvrir les principales composantes de ce dispositif avec Mohamed Aït El-Chegar. Le Maroc ambitionne de vacciner la totalité de la population des plus de 18 ans. Soit, selon l'horloge de la population du HCP, le Haut Commissariat au Plan, quelques 25 millions de personnes. Pour mener à bien cette future campagne nationale de vaccination contre le Covid-19, le personnel déjà mobilisé se chiffre à 12 750 professionnels. Santé publique, secteur privé, médecine militaire, Croissant-Rouge marocain. Et les premières inoculations seront réservées au personnel de première ligne. La santé, la sécurité, les services publics, les catégories vulnérables, c'est-à-dire les plus de 65 ans, et les personnes présentant des problèmes de santé, la population dite à risque. Près de 2900 stations de vaccination sont déjà déployées à travers le royaume, 2 stations de vaccination pour chacune des 1504 communes. À titre d'exemple, dans la seule préfecture d'arrondissement de Casablanca-Anfa, 11 stations de vaccination sont déployées pour assurer 10 000 actes de vaccination chaque jour. L'opération se déroulera en 2 modes, fixes mais aussi mobiles. En plus des 2888 stations fixes de vaccination, des équipes se déplaceront dans les usines, les administrations, les prisons ou encore dans les zones non couvertes par le système de santé, notamment dans le monde rural. Des milliers de vaccinateurs, 5 000 à 6 000, sont mobilisés pour cette opération qui sera un énorme défi logistique. Le nombre des personnes vaccinées ne sera probablement pas identique d'un jour à l'autre. Certains jours de pic, il faudra vacciner près d'1 million de personnes quotidiennement. Au total, 50 millions d'opérations de vaccination seront nécessaires, au moins en tenant compte des 2 doses, et le tout en 12 semaines. Pour ce qui est des moins de 18 ans, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande de les vacciner en 2022. Et justement, la campagne de vaccination sera menée au Maroc avec notamment le vaccin britannique développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford et produit par Serum Institute of India sous le nom de Covishield. L'Inde a déjà entamé avec ce vaccin ce qui s'annonce être la plus vaste campagne de vaccination au monde contre le coronavirus. Covishield ou AstraZeneca est sûr et efficace selon les données cliniques et scientifiques de la phase 3 des essais de ce vaccin. Les développements, c'est avec Mariam El-Messi. Nous sommes dans l'un des 3000 vaccinodromes d'Inde. Dans ce pays continent, la campagne d'immunisation a démarré il y a déjà près d'une semaine. Sont ciblés 30 millions d'agents de première ligne, dont le personnel de santé, et 270 millions autres personnes à risque ou en comorbidité. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Je me suis fait moi-même vacciner. Je me sens mieux maintenant. J'invite tout le monde à faire pareil et sauver notre pays de cette crise.
Tout comme ce travailleur, 300 millions de personnes devront recevoir d'ici fin juillet le vaccin Covishield mis au point par AstraZeneca. L'efficacité du vaccin a été prouvée à hauteur de 90% lors des essais cliniques de la phase 3. C'est un énorme exercice pour nous. Il s'agit probablement de la plus large campagne d'immunisation anti-Covid-19 dans le monde entier. L'Inde dispose d'une grande expérience pour gérer de telles situations. Deuxième pays le plus touché au monde après les États-Unis, l'Inde entreprend cette étape d'immunisation collective, une étape colossale dans la lutte contre la pandémie. Coup d'œil à présent sur la situation épidémiologique de ces dernières 24 heures. 1138 nouveaux cas confirmés sur un total d'un peu plus de 15 833 tests réalisés. 1351 nouvelles rémissions depuis hier 18h et 29 décès. Le nombre des cas actifs s'élève à 16 087. Quant à celui des cas sévères ou critiques, il est de 783, dont 68 placés sous intubation. Un nouveau round du dialogue interlibyen s'est ouvert ce matin à Bosneka entre deux délégations représentant le Haut Conseil d'État libyen et la Chambre des représentants libyenne. Ce nouveau round de dialogue s'inscrit dans le sillage des séances précédentes tenues par les deux parties en septembre, octobre et novembre 2020 à Bosneka et à Tanger, couronnées par la conclusion d'accords globaux sur les critères et les mécanismes pour occuper les postes de souveraineté prévus par l'article 15 de l'accord politique libyen conclu en décembre 2015 à Skhirat. Elle est en vigueur depuis le début de cette année 2021, la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Depuis le 1er janvier, plus de barrières douanières entre les pays du continent africain, une aubaine pour les entreprises marocaines. C'est un marché d'1,2 milliard de consommateurs qui s'offre à eux. Plus de détails avec Zakaria Moukhenbillah. Un trésor d'opportunités pour booster les échanges du royaume avec les pays du continent. Jusqu'à présent, ces échanges ne dépassent pas les 4%. Mais déjà, certaines entreprises marocaines ont anticipé l'ouverture des marchés africains et développent depuis plusieurs années de nouvelles initiatives. C'est le cas des banques marocaines implantées en Afrique, qui s'adaptent au bouleversement du marché bancaire africain, caractérisé par une explosion du paiement mobile et l'émergence de fintech continentales. Le Maroc qui a signé en mars 2018 l'adhésion à la ZLECAf en permettant aux entrepreneurs marocains, aux industriels et aux investisseurs marocains de rayonner dans une zone de plus d'1 milliard d'individus, 1,2 milliard d'individus aujourd'hui, 2,5 milliards d'individus à l'horizon 2050. Et donc c'est un moment fort pour l'Union africaine et pour la vision panafricaine du Maroc. De nombreux opérateurs nationaux sont déjà présents en Afrique sur les volets du développement des infrastructures socio-économiques et dans le secteur des services. Ils continuent à étendre et diversifier leurs activités à d'autres secteurs clés, notamment les engrais, l'immobilier, l'industrie, le commerce et la distribution. Avec l'entrée en vigueur de la ZLECAf, la vocation africaine des entreprises marocaines prendra un nouvel élan. Une opportunité de poursuivre leur percée, se réinventer et revoir leur modèle économique. Avec la levée des barrières douanières, c'est un marché représentant un produit intérieur brut de 2500 milliards de dollars qui s'ouvre devant les opérateurs nationaux. La ZLECAf, c'est un véritable tremplin vers une Afrique qui fait confiance à l'Afrique. Et le Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a depuis plusieurs années déjà lancé d'ambitieux chantiers de partenariats publics et privés, en plus des initiatives royales de solidarité sud-sud, des chantiers dans lesquels les entreprises marocaines se sont fortement engagées dans les différentes sous-régions du continent, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Australe, centrale et même de l'Est, notamment le Rwanda et l'Éthiopie. Alors le Maroc a-t-il anticipé merveilleusement l'installation de la ZLECAf, la zone de libre-échange africaine? Pour en parler, nous avons en direct avec nous par Skype le monsieur de Afrique du patronat marocain. Monsieur Abdou Diop, bonsoir. Vous êtes président de la commission Afrique de la CGEM. Où en est le Maroc avec la ZLECAf? Bonsoir Oumema, bonsoir à tous les téléspectateurs. Le Maroc est en train de mener un ensemble de processus en parallèle. Donc il y a eu le premier processus qui était la signature officielle lors du sommet extraordinaire de Kigali en 2018. Et là, il y a deux processus qui sont en cours. Un processus qui est plutôt institutionnel et administratif, qui est le processus de ratification qui est en cours et qui ne saurait
tarder. Et un deuxième processus qui est le processus technique qui est mené par le ministère du Commerce et de l'Industrie, qui est l'accompagnement des négociations avec bien sûr la préparation des offres marocaines et aussi tout le processus de concertation avec les différents acteurs et l'accompagnement de ces acteurs dans le cadre de ce processus de la SDCAF. Donc on est engagé totalement et pleinement dans le processus aujourd'hui. Oui, qu'est-ce qui change réellement pour les entreprises marocaines qui exportent, mais aussi pour celles qui sont installées dans divers pays du continent? Je pense qu'il y a 3 dimensions importantes qu'il faut prendre en compte qui vont changer dans la configuration. La première, c'est au niveau de l'exportation. On est dans un marché qui va passer à un marché minimal d'1,250 milliard, puisque c'est la population actuelle du continent et qui va être portée à 2,5 milliards à horizon 2050. Donc une dimension d'un marché de 54 pays avec bien sûr très peu de barrières douanières, puisque plus de 90% des produits seront sans droit de douane. Donc réellement une ouverture très forte qui nous donne une position assez intéressante par rapport à nos concurrents habituels que sont la Turquie et d'autres pays du Nord. Deuxièmement, et ce qui est extrêmement important aussi, c'est au niveau des importations, ça nous permet de pouvoir importer à des prix plus bas puisqu'il y aura moins de droits de douane un certain nombre de produits du continent africain, que ce soit le coton, que ce soit les agrumes, primeurs, les fruits, légumes, ou encore des produits manufacturés ou semi-manufacturés pour nos industries. Et troisième élément, avec cette libre circulation des biens sur le continent, on peut créer des chaînes de valeur complémentaires avec de nombreux pays africains pour justement renforcer le positionnement du continent et en tout cas nos offres exportables de nos métiers mondiaux de manière plus forte avec du Made in Africa beaucoup plus important. Donc réellement il y a de l'intérêt pour les importateurs, de l'intérêt pour ceux qui exportent et de l'intérêt aussi pour toute notre industrie pour qu'elle devienne plus compétitive. Et quels sont les grands axes de la stratégie de la CGEM pour le continent? Est-ce que vous avez identifié des filières prioritaires et de nouveaux marchés éventuels? Oui, aujourd'hui nous avons des pays stratégiques avec lesquels on a un renforcement de la coopération. On a créé des groupes d'impulsion économique qui permettent de développer encore plus la coopération avec ces pays. On a de nouveaux marchés avec qui on a noué des coopérations fortes et donc il y a une dynamique importante qui est en cours avec les différents patronats et on est en train justement de structurer nos conseils d'affaires pour cela. Il y a ce sujet de la SDCAF où nous avons un rôle extrêmement important, que ce soit dans le cadre des concertations avec le ministère du Commerce et de l'Industrie pour l'offre marocaine, mais également pour sensibiliser nos membres et les accompagner pour justement pouvoir tirer profit de cette SDCAF. Il y a aussi notre diplomatie économique qui est extrêmement importante où on doit jouer le rôle que la CGM a dans l'accompagnement de cette diplomatie économique. Et enfin, il y a toute cette dynamique pour justement accompagner la coopération de structure et faire en sorte que nos entreprises aient un positionnement le plus pertinent possible sur nos différents pays partenaires. Donc il y a un agenda qui est extrêmement important sur la feuille de route Afrique de la CGM. Et est-ce que vous pouvez nous dire, juste pour finir, qu'est-ce que c'est que la SDCAF en droit de douane, en termes de droit de douane et de facilité d'échange? La SDCAF, c'est d'abord sur le plan droit de douane, élément important, 90% des lignes tarifaires qui sont totalement démantelées, c'est l'objectif. Sur les 10% des lignes tarifaires restantes, 7% à démantèlement progressif et 3% protégés. Donc à terme, 97% des produits qui circuleront sur le continent sans droit de douane. C'est aussi de la réglementation en termes de concurrence, en termes de propriété intellectuelle, en termes également de protection des investissements. C'est aussi à terme la libéralisation des services. Mais c'est aussi en parallèle un certain nombre de protocoles qui sont en cours, notamment le protocole de la libre circulation des personnes. Donc c'est un immense marché commun ouvert à tous les pays du continent et forcément une force de frappe extrêmement importante pour l'Afrique et tous les pays qui se seront mis dans le sillon de cette SDCAF pour s'industrialiser et pour renforcer leur chaîne de valeur. Monsieur Abdou Diop, je rappelle que vous êtes président de la commission Afrique de la CGEM. Merci pour votre éclairage. À moi.
Depuis des mois déjà, la réserve de sang est en chute libre, une situation extrêmement inquiétante. Depuis le début de la crise sanitaire, beaucoup de gens manquent à l'appel du don de sang. Les dons ne dépassent pas les 1000 poches par jour. Au plan national, le stock n'a jamais été aussi bas. Pourtant, les besoins sont immenses. Comment sommes-nous arrivés à cette situation de détresse? Nos équipes à Casablanca ont tenté de répondre à cette question. Khalid Azdoun, Mohamed Laroui et Nesrine Hamdawi. Devant ce centre régional de transfusion sanguine à Casablanca, des files d'attente interminables. Munis de leur petit réfrigérateur portable, ces personnes espèrent pouvoir obtenir un produit vital devenu rare, le sang. La détresse se lit sur leur visage. Leurs moindres mouvements et gestes dénotent une certaine anxiété. Normale. Tous ont un proche gravement malade, nécessitant le précieux sésame pour survivre. Cela fait 3 jours que j'attends d'obtenir les produits sanguins que j'ai demandés. Et vers la fin, rien. Non, c'est trop. Nous ne comprenons plus rien. J'ai l'impression que cette tâche incombe aux cliniques. Ce n'est pas à nous de leur fournir les produits sanguins dont notre malade a besoin. Hier, une personne ici a reçu un coup de fil de sa famille, la prévenant que ça ne servait plus à rien d'attendre une éventuelle poche de sang, car le père de famille est décédé. On ne m'a fourni qu'une seule poche de sang. Ce n'est pas suffisant. Il y a donc urgence. Jamais une telle pénurie de produits sanguins ne s'était déclenchée dans le pays. Comment en est-on arrivé là ? Le problème chez nous au Maroc, c'est que les dons de sang ne se font pas de façon volontaire. Nos besoins quotidiens sont d'au moins 600 poches de sang qui peuvent être fournies par 400 donneurs. Dans les jours habituels, nous n'atteignons même pas les 200 ou 180 poches par jour. Pendant notre matinée de tournage, le nombre de donneurs de sang ne dépassait pas les 60 personnes. Parmi elles, ce jeune. Il a franchi le pas pour répondre à une urgence. Le père de mon ami est sérieusement malade. Il a besoin de produits sanguins. Voilà pourquoi j'ai accouru à ce centre pour faire don de mon sang. Et voici la quantité de poches de sang récoltées hier à la mi-journée. Le centre approvisionnera en premier les centres hospitaliers de la ville, avant de faire face à la demande grandissante des proches de malades, à l'affût du moindre signe d'acquisition du liquide vital qu'est le sang. Dans le cadre de la haute sollicitude dans Sa Majesté le roi Mohamed VI entoure toutes les composantes du peuple marocain depuis l'apparition du premier cas de coronavirus et dans le souci de veiller à la santé et à la sécurité des citoyens. Sa Majesté le roi Mohamed VI a donné ses hautes instructions pour le démarrage de l'opération de vaccination et d'immunisation à très grande échelle pour réaliser l'immunité collective contre la Covid-19 et en application des hautes orientations royales. Le Royaume du Maroc a acquis d'importantes quantités du vaccin au profit de 33 millions de personnes, soit 66 millions de doses à raison de 2 doses par personne. Ce vendredi, le Maroc a réceptionné les premiers lots du vaccin britannique AstraZeneca. Il recevra mercredi prochain d'autres lots du vaccin de Sinopharm de la République de Chine. Ainsi, le lancement de l'opération de vaccination se fera officiellement la semaine prochaine. Les développements dans nos prochaines éditions. 2 stagiaires commandos de la Marine royale sont portés disparus après avoir été emportés par de très forts courants marins lors d'un entraînement en mer avant-hier mercredi au large de Ksar. C'est ce qu'on apprend de sources militaires. Durant l'entraînement, plusieurs stagiaires commandos de la Marine royale ont été emportés par de très forts courants marins. Certains d'entre eux ont pu regagner la côte marocaine avec l'assistance des gardes-côtes et des zodiacs de la Marine royale. 4 stagiaires avaient été déclarés portés disparus. 2 parmi eux ont réussi à parvenir à la côte espagnole à la nage dans des vagues houleuses d'une mer agitée, faisant preuve d'une indéniable bravoure et d'un haut degré de professionnalisme. Ils ont été rapatriés par les moyens aériens des forces armées royales. Ils sont dans un bon état actuellement de santé, mais malheureusement, 2 autres militaires sont toujours portés disparus. Plusieurs moyens aériens et maritimes des forces armées royales et de la gendarmerie royale
spécialisés dans les opérations de recherche et de sauvetage sont déployés à leur recherche dans le cadre du dispositif national Search and Rescue. Virer en montagne pour nous enquérir de la situation dans des zones rurales impactées par les chutes de neige. Ces familles pour qui la période hivernale s'accompagne d'optimisme pour la saison agricole, mais aussi de grandes difficultés pour s'approvisionner en bois de chauffage et en fourrage pour leur cheptel. Leur quotidien est loin d'être de tout repos. À Fam Al-Ansar, dans la province de Bni Mellal, un petit aperçu avec Yassine Mourafer, Abdelhamid Jbran et Mariam El-Messi. Il est l'un de ces montagnards endurcis par les hivers rigoureux. Dans sa localité, le mercure peine à grimper au-dessus de zéro. Mustapha n'a qu'un souci, assurer le fourrage de son bétail. La mise à l'herbe retardée par la neige. Quand les précipitations sont abondantes, il nous faut attendre la réouverture des routes pour pouvoir nous rendre à Bni Mellal ou à l'Arba'a Qabli. C'est dans ces souks que nous renouvelons nos stocks de provisions et de fourrage. À la chute du mercure s'ajoutent bien d'autres mots. Se chauffer, se nourrir, se déplacer. Pour Mustapha, ces besoins évidents du quotidien relèvent presque de l'exploit. Chaque jour qui se lève est le début d'une nouvelle quête du bois de chauffage, un vrai parcours du combattant. Nous parcourons 1 à 2 kilomètres en montagne dans la neige pour collecter le bois. On en trouve en petite quantité, mais ça nous sert pour réchauffer notre maison et nos enfants. La neige avait bloqué le trafic et nous privait également de réseaux de communication. Heureusement, la circulation s'est rétablie depuis l'intervention des autorités. À Fam Al-Ansar ou dans d'autres zones montagneuses du royaume, le constat est identique. L'épisode neigeux ne fait pas que des heureux. Ces beaux manteaux blancs qui nous réjouissent compliquent la vie déjà précaire de ces populations locales. Des familles vulnérables dont la survie dépend de la main forte des âmes solidaires. Sport à présent avec le deuxième match en phase des poules pour la sélection nationale des locaux groupe C. Cet après-midi, les Lions de l'Atlas ont croisé le fer avec le Rwanda. Match qui s'est terminé sur le score nul de 0 partout. La prochaine et la dernière rencontre de cette phase des poules pour les locaux, ça sera dans 4 jours face à l'Ouganda pour leur première sortie lundi dernier face à la sélection togolaise. Les Lions de l'Atlas locaux s'étaient imposés à 1-0. Et avant de nous quitter, rappel du communiqué du ministère de la Santé annonçant le démarrage officiel la semaine prochaine de la campagne de vaccination contre le Covid-19 dans le cadre de la haute sollicitude dans Sa Majesté le roi Mohamed VI entoure toutes les composantes du peuple marocain. Depuis l'apparition du premier cas de coronavirus et dans le souci de veiller à la santé et à la sécurité des citoyens, Sa Majesté le roi Mohamed VI a donné ses hautes instructions pour le démarrage de l'opération de vaccination et d'immunisation à très grande échelle pour réaliser l'immunité collective contre la Covid-19. Et en application des hautes orientations royales, le Royaume du Maroc a acquis d'importantes quantités du vaccin au profit de 33 millions de personnes, soit 66 millions de doses à raison de 2 doses par personne. Ce vendredi, le Maroc a réceptionné les premiers lots du vaccin britannique AstraZeneca et il recevra mercredi prochain d'autres lots du vaccin Sinopharm de la République de Chine. Ainsi, le lancement de l'opération de vaccination se fera officiellement la semaine prochaine. Les développements, c'est dans nos prochaines éditions. Et voilà, c'était la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Aloula.